Donc aujourd'hui pour évoquer l'espace Schengen et la politique européenne de l'immigration. Je remercie M. Chocard, directeur territorial de l'Office français d'immigration et d'intégration à Grenoble, d'avoir accepté de venir dialoguer avec nous sur ce sujet un peu difficile et un peu complexe, mais qui me paraît important d'évoquer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Université populaire européenne de Grenoble, c'est une association qui fait régulièrement des conférences sur les sujets européens très divers. Et alors, nous avons décidé, à partir de maintenant, de faire avant la conférence une sorte de point de presse d'actualité sur ce qui s'est passé en Europe dans le mois qui vient de s'écouler. Et je vais essayer de ne pas être trop long, de commencer cette opération disons, de revue de presse, si l'on peut dire, sur ce qui s'est écoulé, avant qu'on aborde la conférence et que j'évoque aussi, pour ma part d'ailleurs, la dimension strictement européenne de cet espace. Alors, si l'on regarde ce qui s'est... Nous sommes seulement le 23, je crois. 24 déjà. 24 janvier déjà. Qu'est-ce que j'ai pu repérer pour faire ce point d'actualité, qui nous est d'ailleurs largement demandé, y compris par la ville de Grenoble, qui souhaite que l'on ait, à l'occasion de l'UPEC, ces points d'actualité réguliers. Alors, quelques points. Premier point, la présidence danoise de l'Union européenne. Elle a commencé le 1er janvier de 2012, elle s'achèvera en fin juin de 2012, bien sûr. C'est la 7e fois que le Danemark préside à la destinée des institutions européennes. Le Danemark est un des pays riches, un des pays qui a peut-être moins de difficultés d'ailleurs en Europe. Alors, le programme du Danemark, c'est sortir de la crise économique et financière, magnifique programme, restaurer la croissance, élargir l'espace Schengen, c'est une des préoccupations du Danemark. Ses priorités, je vous rappelle aussi que le Danemark a eu des élections récentes et les partis de gauche sont arrivés au pouvoir et c'est pour la première fois une première ministre danoise préside aux destinées. C'est une ancienne du Collège d'Europe de Bruges et une spécialiste des questions européennes qui est Premier ministre du Danemark. Elle a été députée européenne de 1999 à 2004. Alors, la priorité de la présidence danoise, une Europe responsable, économie responsable, gouvernance économique, discipline budgétaire et préparation des négociations budgétaires européennes 2014-2020. Une Europe dynamique, un développement du marché unique, un programme en matière de recherche, financement de la recherche et de l'innovation, développement des relations commerciales, et notamment avec le Japon, l'Inde, le Canada et la Tunisie, puisqu'il y a des cycles de conférences entre l'Union européenne et des États à cette occasion. Une Europe verte, réforme de la politique agricole commune et participation à cette réforme, bien sûr, et puis la volonté aussi d'intervenir en matière énergétique. Une Europe sûre, c'est-à-dire cette fois-ci élargir l'espace Schengen en lui donnant de nouveaux outils de contrôle de l'espace Schengen. C'est une préoccupation danoise ancienne d'ailleurs sur ce point-là, et notamment développer ce qu'on appelle la décision d'enquête européenne pour développer l'enquête collective en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière. Premier point. Deuxième point. Des notes d'État, des notes d'évaluation d'État ont été abaissées. Les agences de notation Standard & Poor's ont dégradé un certain nombre d'États. Je vous rappelle la France, l'Autriche, Malte, la Slovénie, la Slovaquie, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et Chypre. Et c'est vrai que ce qui a été mis en avant, c'est que la France a perdu son 3A, l'Autriche aussi, pour aller vers AA+. Les autres agences de notation n'ont pas dégradé les pays concernés, je le rappelle aussi, et la Commission considère que ces abaissements ne sont pas justifiés par les efforts faits par les États concernés. C'est vrai qu'alors la zone euro connaît maintenant plusieurs vitesses, si l'on peut dire, un noyau dur d'États vertueux, ayant le triple A, l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg, les Pays-Bas. Deuxième catégorie des États solides mais n'offrant pas la sécurité maximale, France, Autriche, Belgique, Estonie. Une troisième catégorie des États en difficulté, mais ayant toujours la moyenne, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Irlande, Italie, Malte. Et une quatrième catégorie d'États classés avec des obligations pourries, Portugal, Grèce, Chypre. Troisième point, le Parlement européen s'est doté d'un nouveau président, puisque Martin Schulz a été élu nouveau président du Parlement européen le 18 janvier 2012, avec 387 suffrages sur 670
suffrages exprimés, 58%. Il a battu la libérale britannique et le conservateur eurosceptique britannique aussi, qui se présentaient contre lui. Et Martin Schulz, dans sa première déclaration, a indiqué que le Parlement doit être en mesure de s'occuper des controverses au sein de l'Union européenne et s'imposer face aux États, face aux institutions européennes. Et c'est M. Svoboda qui a été choisi pour le remplacer à la tête du groupe politique Alliance progressiste des démocrates, socialistes et démocrates au Parlement européen. Mme Catherine Trautmann a été battue à cette occasion. Quatrième point, la question hongroise revient régulièrement sur le devant de la scène, devant le Parlement européen. La Commission a envoyé 3 lettres de mise en demeure au gouvernement hongrois, reprochant atteinte à l'indépendance de la Banque centrale hongroise, atteinte à l'indépendance de la magistrature, atteinte à l'autorité de surveillance des contrôles des données personnelles, c'est l'équivalent de la CNIL en France sur ce point. Monsieur Orban a présenté la position de son gouvernement au Parlement européen. Il n'a pas forcément totalement convaincu les parlementaires européens dans ce sens, mais c'est vrai qu'il appartient au Parti populaire européen, disons sa tendance politique appartient au Parti populaire européen, c'est-à-dire le premier groupe du Parlement européen sur ce point, et M. Joseph Daul, qui est le président du groupe PPE au Parlement européen, a considéré que c'est la Commission qui devait régler ces sujets et pas forcément son groupe politique. D'autres n'ont moins apprécié les prestations de M. Orban. Je pense à Daniel Cohn-Bendit qui a dit qu'il prenait la direction de M. Chavez et de M. Castro et de tous les régimes autoritaires et totalitaires de ce bas monde, formule reprise par l'AFP, c'est pour Daniel Cohn-Bendit. D'autres ont considéré que, notamment Guy Verhofstadt, qui est l'ancien Premier ministre belge, a considéré, lui, qu'il était, M. Orban, sur le mauvais chemin. Sylvie Guillaume, nous ne pourrons pas tenir à de simples ajustements juridiques de la part de la Hongrie. 5e point, c'est toujours, mais là c'est un point que j'ai l'impression qu'on va en parler chaque mois, à chaque début de conférence, c'est bien sûr la crise de la dette dans la zone euro, avec les négociations qui ont eu lieu hier entre les ministres de l'économie et des finances, pour faire le point sur ce sujet. On arrive difficilement à trouver, disons, un accord, et la Troïka qui s'est rendue à Dublin et à Athènes a considéré qu'il y avait encore des progrès à faire de la part de la Grèce. On est là encore, pas encore sorti d'affaire, si l'on peut dire. 6e point, j'en ai relevé 7, pas plus, pour ne pas être trop long, bien évidemment, il y en a bien d'autres encore. La Croatie, par référendum, a choisi de rentrer dans l'Union européenne, et puisque le oui l'a emporté par 67% des suffrages. Il est vrai avec un taux de participation modeste de 43% pour les 6750 bureaux de vote ouverts à cette occasion. Je vous rappelle que pour devenir le 28e État de l'Union européenne, il faudra que, effectivement, les 27 autres fassent ratifier le traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Ça prendra un petit peu de temps, l'objectif étant pour juillet de 2013, l'entrée de la Croatie. Enfin, 7e point, c'est les élections présidentielles. Et il est important de s'intéresser aux élections présidentielles, en ce moment me semble-t-il, mais cette fois-ci en Finlande. Or, pendant les élections présidentielles de Finlande, le sujet majeur qui a été traité, c'est l'Union européenne et la zone euro, d'autant plus que la Finlande n'a pas perdu son triple A et par conséquent, elle souhaite que les autres soient aussi sérieuses qu'elle-même, pays finlandais. Et les résultats du premier tour de l'élection présidentielle fait que les 2 candidats arrivés en tête sont tous les 2 pro-européens. Le premier a eu 37% des suffrages, le second 18,8% des suffrages. Le premier étant conservateur, le second écologiste. Et c'est de ce point de vue-là, on verra ensuite les résultats. Mais voilà cette sorte de petit point, j'espère que je n'ai pas été trop long pour faire ce petit point de presse qu'on essayera de faire de manière régulière sur l'actualité européenne du mois qui a précédé. Alors c'est plus ou moins riche à chaque fois, bien sûr, mais je continue. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, moi, on m'a un peu chargé pour, disons, épauler M. Chocard sur ce point, d'évoquer la dimension Europe et immigration de manière globale et vous-même ensuite de manière plus concrète, les conséquences de cette Europe-là, en quelque sorte, au sein de la France et du département de l'Isère aussi. C'est tout à fait. Alors, j'ai fait quelques points. Je ne veux pas être très long parce que ce n'était pas du tout prévu comme conférencier, donc je souhaite être
mais vous donnez les éléments essentiels et pas trop ennuyeux sur un sujet qui est terriblement austère quand on regarde les textes, bien sûr, et les différentes directives et règlements communautaires de l'Union européenne sur ce sujet. Simplement, je fais quelques constats. D'abord, l'Europe est très attractive pour les migrants. Il y a cette dimension importante, mais il ne faut pas exagérer non plus en termes d'attraction. Quelques chiffres. L'Organisation des Nations Unies a adressé en 2010 ce qu'on appelle en quelque sorte le stock total des migrants dans le monde. Et ce stock total des migrants dans le monde, c'est 214 millions de personnes. Combien ? 214 millions. 214 millions, c'est-à-dire 3,1% de la population mondiale. Et pour détailler un petit peu ces chiffres, 70 millions nés dans le sud, de personnes bien sûr, 70 millions de personnes nées dans le sud vivent dans un pays du Nord. 70 millions nés dans le sud vivent dans un pays d'un autre pays du sud, plus le leur, nés dans un pays et là dans un autre pays, 70 millions. 59 millions de personnes nées dans un pays du Nord vivent dans un autre pays du Nord. Il y a beaucoup d'échanges à l'intérieur de l'Union européenne aussi, et pas simplement venant de l'extérieur de l'Union européenne. Et 15 millions de personnes nées dans un pays du Nord, 15 millions de personnes nées dans un pays du Nord vivent dans un pays du Sud. C'est l'inverse aussi en termes de migration, est intéressant de le relever. Le voyage dans le monde de manière régulière concerne chaque année 800 millions de personnes qui circulent dans le monde par transport aérien, ce qui est tout à fait considérable si on regarde l'ensemble de ces déplacements. L'Europe, cette fois-ci, et l'Europe au sens de l'Union européenne de manière générale, il y a effectivement un important flux de migration venant d'autres pays. Alors, soit des migrations à l'intérieur de l'Europe, soit des migrations venant de l'extérieur de l'Europe, c'est deux aspects importants aussi à voir. Mais l'Europe est la région du monde où il y a le plus de migrants, si on prend l'ensemble, dans ces migrations chaque année, puisque les migrants légaux, alors les migrants illégaux c'est plus compliqué parce que les statistiques on n'en a pas beaucoup, on a des hypothèses mais pas forcément des statistiques précises. Les migrants légaux c'est 1,4 million par année. 1,4 par année. C'est plus que l'ensemble de migrations vers les États-Unis, vers le Canada et l'Australie. Si on prend les trois, États-Unis, Canada, Australie, c'est 800 000 personnes qui migrent vers ces pays chaque année. Canada, États-Unis, Australie, Union européenne, 1,4 million. Et c'est vrai, alors je vous rappelle qu'il y a eu un rapport il y a quelques années qui avait fait beaucoup de bruit aux Nations Unies sur si l'Europe veut maintenir à peu près son ratio de 2000 entre actifs et inactifs à l'horizon de 2050, c'était les statistiques faites par les Nations Unies, l'Europe aurait besoin de 160 millions de migrants. 160 millions de migrants. Et à l'intérieur de ce rapport, il y a toute une série de distinctions, mais si l'on voulait en quelque sorte parler totalement, disons, une sorte d'identité entre actifs et inactifs 2000 pour 2050, 100 millions suffirait. Mais ce qui est évoqué très fortement, c'est cette dimension. Un des deux pays ont une natalité importante, encore aujourd'hui, l'Irlande et la France. Les autres pays perdent de la population et à cet horizon, en quelque sorte, l'Allemagne aura 20 millions d'habitants de moins. C'est-à-dire, si on fait les comparaisons d'aujourd'hui, l'Allemagne descendrait à 62 millions d'habitants en aidant dans des chiffres. C'est des hypothèses, bien évidemment, en fonction des poursuites de natalité. Alors, face à cela, il y a une formule qui a résumé l'état d'esprit européen. L'Europe ne peut être ni une forteresse, ni une passoire. C'est la formule utilisée, ni une forteresse, ni une passoire, utilisée à un moment donné dans les discussions sur la politique de l'immigration par un ancien ministre français de l'Intérieur dans les négociations à Bruxelles sur ce sujet. Alors, l'Europe, elle est organisée, je pense à l'Union européenne bien évidemment, elle est organisée dans le cadre de ce qu'on appelle traditionnellement l'espace Schengen. Traditionnellement, l'espace Schengen qui comporte et qui concerne aujourd'hui 22 États membres sur les 27. Pas d'États ne sont pas dans l'espace Schengen, je pense particulièrement à l'Irlande et au Royaume-Uni qui ne sont pas dans ce dispositif. Et il faut aussi évoquer la Roumanie, la Bulgarie, Chypre, qui ne sont pas dans ce dispositif. Mais s'ajoutent à l'espace Schengen la Suisse et la Norvège, qui sont dans l'espace Schengen, qui participent en quelque sorte à cette démarche.
Alors c'est vrai qu'avec le traité de Lisbonne, on évoque plus facilement l'espace de liberté, de sécurité et de justice que l'espace Schengen à proprement parler, sauf en matière de contrôle bien sûr, puisque je vous rappelle que le traité d'Amsterdam a communautarisé l'espace Schengen et a introduit cette notion d'espace entre quelques États dans l'ensemble du dispositif. Et le traité de Lisbonne a abouti à créer toute une série d'éléments, un régime européen commun d'asile, une politique européenne des frontières, un parquet européen, une reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et le renforcement d'Eurojust et d'Europol. Alors, lorsqu'on évoque la question espace de liberté, de sécurité et de justice, cela veut dire, et je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit, c'est extrêmement important, c'est un espace de liberté à l'intérieur de l'Union européenne. Espace de liberté, parce que c'est un espace sans frontières intérieures, pour au moins ceux qui appartiennent effectivement à l'espace Schengen, puisque l'abaissement des frontières à l'intérieur de l'Union européenne est total pour ceux qui appartiennent à l'espace Schengen. Et cela permet, c'était l'objectif, de rapprocher le statut des ressortissants des États membres de celui de ressortissants d'autres États membres lorsqu'ils sont à l'intérieur de cet espace sans frontières intérieures, même si ce n'est pas totalement complet dans ce domaine. Justice, espace de liberté, de sécurité, de justice. De justice, cela veut dire une coopération judiciaire entre les États membres avec des outils opérationnels de coopération judiciaire, notamment bien sûr Eurojust et le réseau judiciaire européen en matière pénale. Sécurité veut dire une coopération policière à l'intérieur, là encore, de l'Union européenne et à l'intérieur de cet espace. Pour l'admission des étrangers, c'est-à-dire des ressortissants des États tiers qui ne sont pas des États membres, plusieurs éléments. Bien évidemment, l'élément le plus important, et là encore j'essaye de fixer les choses, fixer les idées, c'est bien sûr le franchissement des frontières extérieures. Pas des frontières intérieures, mais des frontières extérieures de l'Union européenne. Et ces frontières extérieures de l'Union européenne sont contrôlées, surveillées, par un dispositif, on le pourrait dire, de coopération entre les États membres pour surveiller la totalité de la frontière extérieure commune de l'espace Schengen, ou plus exactement de l'Union européenne, ça serait plus large, cette dimension plus importante. Et c'est le contrebalancement, on supprime les frontières intérieures et donc on crée une frontière extérieure commune et il faut contrôler cette frontière extérieure commune, bien sûr. Ce qui veut dire que la frontière extérieure commune, très vaste, hein, cette frontière extérieure commune, je rappelle qu'elle a aussi, elle apparaît aussi dans les départements et territoires d'outre-mer, cette frontière extérieure commune. L'Europe a une frontière extérieure commune avec le Brésil, on le sait rarement, mais une frontière extérieure commune avec le Brésil en Guyane, hein, c'est aussi une frontière extérieure commune de l'Union européenne qui est à ce niveau. Alors, ça veut dire que pour ce en frontière extérieure commune, c'est bien sûr pour les citoyens de l'Union européenne, c'est une vérification minimale d'identité lorsqu'ils rentrent à l'intérieur de cet espace. Pour les ressortissants des États tiers, c'est une vérification plus approfondie de l'identité des personnes concernées avec ce qui est prévu dans le traité de Lisbonne, le respect de la dignité humaine, puisque la Charte des droits fondamentaux est venue s'ajouter en matière de contrôle à ce niveau-là aussi. Et c'est un contrôle exercé surtout à l'entrée, mais qui peut être exercé à la sortie. Alors, je ne veux pas trop développer, mais il y a là une diversité de contrôles. Mais vous êtes mieux à même d'évoquer tout cela mieux que moi. Et ce que j'ai repéré, des contrôles plus complexes, parce qu'on est au contrôle aux frontières classiques où il y a des points de contrôle d'entrée. Points de contrôle d'entrée, on peut contrôler aux frontières habituelles et aux points douaniers classiques. Mais il y a aussi bien d'autres points où on peut rentrer sur un territoire sans qu'il y ait d'espace de contrôle. Et je pense à toutes les îles grecques, qui sont l'endroit où l'on rentre le plus facilement sur le territoire de l'Union européenne, c'est par les îles grecques. Et les îles grecques font appel à Frontex, justement, pour être aidées en la matière. C'est-à-dire sans passage contrôlé, c'est-à-dire des endroits où il y a bien une frontière, mais il n'y a pas de contrôle particulier. C'est le contrôle aussi en partenariat avec les États partenaires de l'Union européenne, pour le contrôle au départ du pays dont viennent les personnes, il y a cette dimension de coopération, je pense au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, enfin il y a une quantité de contrôle en la matière. Si des contrôles par des opérations de contrôle, surtout par les autorités nationales, mais avec des opérateurs européens, et l'opérateur européen, c'est Frontex, agence européenne pour la gestion des frontières extérieures, qui s'appelle Frontex,
et qui met en place tout un dispositif assez sophistiqué, je ne rentre pas dans tous les détails, et y compris en utilisant, je crois, aussi les images satellitaires. Enfin, il y a tout un processus pour le contrôle aux frontières de manière plus globale cette fois-ci. Ça suppose, bien sûr, donc franchissement des frontières, disposition d'un visa avec le développement, mais je ne veux pas le développer plus, d'un visa européen, puisqu'il y a la dimension de visa européen, y compris de carte bleue, puisqu'il y a aussi la carte bleue sous cette forme aussi européenne. Pour l'immigration, ce que je voulais simplement dire concernant l'Europe, c'est que le traité de Lisbonne a renforcé l'idée d'une politique européenne de l'immigration. Et les États sont toujours très chatouilleux et très vigilants sur leurs propres compétences en matière de politique d'immigration, mais se développe une politique européenne de l'immigration et pas Schengen. Le traité de Lisbonne a renforcé les choses en la matière en distinguant l'immigration régulière de l'immigration irrégulière. Mais là, mon voisin dira plus de choses que je peux en dire moi-même. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut voir du côté européen, c'est la volonté de partager les responsabilités du contrôle de l'immigration. Je dis bien partager les responsabilités, ce qui suppose progressivement un rapprochement des politiques nationales d'immigration, ce qui n'est jamais très facile parce que chaque État a toujours eu sa politique d'immigration avec des partenariats éventuellement particuliers suivant les pays concernés, bien sûr, mais là, je ne développe pas plus. Développer aussi, c'est dans le traité de Lisbonne, l'idée de lutter contre l'immigration clandestine. Avec toute une série d'accords qui ont été passés entre les États, pour pouvoir lutter contre l'immigration clandestine, il y a une succession de directives 2003, 2001, 2004, 2008, la fameuse directive dite retour, qui était la dernière en considération sur la question du régime de rétention et d'attente, sur la situation des intérêts de l'enfant, la santé des personnes détenues, beaucoup d'éléments en la matière. Mais l'idée, c'est au fond de lutter contre les réseaux d'immigration clandestine, bien sûr, et de procéder à la répression dans ce domaine si c'est nécessaire. C'est là encore un élément fort. Simplement, et pour conclure sur cet aspect, il y a aussi la question de l'asile, mais on n'a pas peut-être le temps de l'évoquer aussi. S'il y a des questions, je les évoquerai. Et une fois que ce contrôle s'est effectué, que l'immigration régulière s'est développée, que le contrôle de l'immigration irrégulière s'est développé elle-même, cette fois-ci, les conditions des ressortissants des États tiers, c'est-à-dire des non-citoyens européens, les conditions sont progressivement les mêmes que les ressortissants des États membres, puisque c'est ça la logique de la construction européenne, c'est d'avoir un dispositif qui soit à peu près identique sur le droit de circuler, de séjourner, et de travailler. Et je rappelle que c'est souvent d'ailleurs la liaison étroite entre le droit de circuler, de séjourner et le droit de travailler, puisque c'est une relation très étroite dans ce domaine, qui concerne aussi les membres de la famille de la personne concernée. C'est le droit au regroupement familial, il y a des éléments de cette nature. Et puis ça peut concerner aussi la famille du citoyen européen dont les membres ne sont pas des citoyens européens, puisqu'il y a aussi cette dimension en la matière. Simplement, ce que je voulais ajouter ici pour compléter mon propos, c'est que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a des dispositions spécifiques sur la liberté de circulation et de séjour qui concernent aussi les ressortissants des États tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre. C'est donc l'immigration régulière. Et après, c'est les droits découlant des droits de séjour de longue durée. Mais là, je passe la parole à mon voisin sur ces différents éléments. Mais je voulais resituer un petit peu le dispositif juridique de ce qu'est l'Union européenne et des effets du traité de Lisbonne en la matière. Merci. Ça marche, hein? Oui, normalement, oui. D'accord. Donc moi, je vais vous parler de comment ça passe l'immigration en France. Quelle est l'origine, comment est-ce que ça s'est développé. Donc le point de base, c'est l'ordonnance de 1945, du 2 novembre 1945, donc, qui a été décidée et voulue par le général de Gaulle, donc, qui avait pour but et pour mission de contrôler les flux et de mettre en place une politique d'immigration nationale. Cette
ça a duré jusqu'en 1988, où ça s'est appelé, au début ça s'appelait l'Office national de l'immigration, et ensuite ça s'est appelé, à partir de 88, l'Office d'immigration internationale, l'OMI. Rapidement, ensuite, il y a eu des fusions en fonction des différentes missions et gouvernements. Ça s'est appelé ensuite, en 2005, l'ANAM, Agence nationale d'accueil des étrangers d'immigration, puisqu'il y a eu la fusion avec le SSAE, qui était le service social d'accueil des étrangers, qui dépendait budgétairement du même ministère que l'OMI. Et la dernière fusion a été faite avec une partie des membres des personnes de l'accès, qui s'occupent notamment de la formation linguistique, et c'est devenu en 2009 l'OFI, donc en 2008, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc les missions ont été clairement définies par rapport à la politique de l'immigration. C'est participer à toutes les démarches administratives. Alors, une précision, c'est je ne parlerai que des personnes en situation régulière, c'est-à-dire que ça ne concerne que les personnes qui ont donc un titre de séjour. Et pour rappel, le titre de séjour ne peut être délivré en France par une seule personne, c'est-à-dire par le préfet. Donc, c'est une précision quand même à faire, parce qu'il y a souvent des idées un petit peu confuses par rapport à ça. Donc là, moi, je ne parle que d'immigration régulière. Donc les missions principales de l'Office, ça concerne l'intégration des étrangers. Depuis 2009, ils sont dans l'obligation de signer le contrat d'accueil d'intégration, à la charge de l'État de mettre les moyens au niveau de la formation linguistique. Il y a une formation civique qui est obligatoire, et des formations un petit peu annexes pour les CAI famille, les contrats d'accueil et d'intégration pour les parents qui ont des enfants en bas âge. Une des deuxièmes missions, c'est l'accueil des demandeurs d'asile, qui devient actuellement une priorité de la France, parce qu'il y a toute une mise en place et toute une réflexion au niveau de l'Europe, notamment par Madame Cecilia Malmström, une Suédoise qui travaille à la Commission européenne sur les questions de l'asile. Et il y a une réflexion et une tentative et un essai de mettre de standardiser un petit peu l'accueil des demandeurs d'asile en Europe. C'est une priorité actuelle sur laquelle moi je travaille pas mal, et qui est assez complexe, parce que les États membres de l'Union européenne ont des visions un petit peu différentes, et pour trouver une harmonisation européenne, c'est un petit peu compliqué. Une autre mission de l'OFI, depuis très très longtemps, c'est le contrôle médical des étrangers. C'est-à-dire que la loi oblige, pour la délivrance d'un titre de séjour, à passer une visite médicale qui est assez courte. C'est un contrôle pour voir s'il n'y a pas de problème majeur. Et donc l'OFI organise, mais depuis très très longtemps, beaucoup de travailleurs, beaucoup de personnes ont connu les fameux timbres omis pour les salariés. Donc c'était un des facteurs qui a fait beaucoup connaître l'OMI avec ces fameuses visites médicales. Mais ça continue toujours. C'est quelque chose d'assez important, parce que ça permet quand même de détecter pas mal d'avoir des études assez intéressantes et pertinentes sur la santé des migrants qui arrivent en France. Toujours sur ceux qui sont avec un titre de séjour, hein, j'entends bien. Et les statistiques que l'on peut avoir, les études que l'on a au niveau de la santé, intéressent pas mal donc la direction de la santé publique en France, parce que ce sont quasiment les seules études qui existent, fiables et pertinentes, sur les environ, bon an mal an, sur les 200 000 visites médicales qui sont effectuées en France. Et le dernier volet qui est un peu moins connu, mais dont on parle un peu quand même parce qu'il est souvent assez médiatisé, c'est donc l'aide à la réinstallation et au retour. C'est-à-dire qu'un étranger qui est en situation régulière ou irrégulière ou régulière même, si pour quelconque raison donc il préfère ne pas rester en France et rentrer chez lui, donc l'OFI met à sa disposition donc, le billet d'avion et une certaine somme d'argent en fonction de sa situation, en fonction de sa nationalité. Et il y a aussi, lorsque ces personnes sont candidates, en fonction du profil, il y a des projets d'aide à la réinstallation avec un financement, voilà, donc de l'État français,
qui peut aider des étrangers. Ça marche assez bien en Afrique à constituer, par exemple, entre les sommes versées, c'est entre, on va dire, entre 4 et 8 000 euros, mais à monter un garage, un taxiphone, une boulangerie. Bon, et ce sont des projets de réinstallation aussi sur lesquels il y a un gros effort de la part de la communauté européenne et sur lequel c'est une priorité aussi à l'heure actuelle d'aider les étrangers qui veulent monter un projet chez eux pour se développer économiquement. Ce sont des aides qui sont tout à fait intéressantes pour un certain nombre d'entre eux et on essaie de développer donc ce système-là au niveau européen dans pas mal de pays. Donc pour vous donner quelques chiffres sans que ce soit trop ennuyeux, il faut savoir qu'en gros, en 2007, il y a eu 193 000 visites médicales. En 2008, c'était 197 000 et quelques. En 2009, 183 000. Et en 2010, à peu près 198 000 visites médicales. Sur comment un étranger peut obtenir un titre de séjour lorsqu'il désire venir en France. C'est donc déjà forcément un titre de séjour, un visa, c'est simplement un visa touristique, donne l'autorisation de séjourner simplement 3 mois sur le territoire. Après, si la personne veut rester, il faut qu'elle soit éligible à un titre de séjour. Et pour décomposer très rapidement, il y a 3 groupes de titres de séjour. On a un titre de séjour pour un motif familial, un motif économique ou un motif d'études. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année 2009, par exemple, pour le motif familial, c'était 80 000 personnes. Pour le motif économique, c'était 35 000 personnes. Pour les études, c'était en gros 52 000 personnes. Et les autres titres de séjour, parce qu'ils sont assez nombreux, c'est les résidents habitant plus de 13 ans en France, les résidents rente accident du travail, maghrébins, algériens d'organismes officiels, enfin c'est environ 10 000 personnes. Par rapport au département, sur Grenoble, c'est à peu près, il y a eu 7 000 sur l'année 2010. Sur l'année 2010, il y a eu environ plus de 7 000 visites médicales de passées. Il y a environ 1500 contrats d'accueil et d'intégration signés. Et il y a eu 193 demandeurs d'asile qui ont obtenu le statut de réfugié et qui, dans ce cas-là, obtiennent directement une carte de 10 ans et rentrent dans le droit commun avec tous les droits ouverts aux autres étrangers, c'est-à-dire formation linguistique si c'est nécessaire et des aides diverses en fonction de leur situation. Pour les demandeurs d'asile, sur 2011, en 2010, mais c'est à peu près les mêmes. Au niveau national, c'est 44 000 demandeurs d'asile qui ont été hébergés dans à peu près, et 23 000 ont été hébergés dans les centres d'accueil et de demandeurs d'asile, ce qu'on appelle les CADA. Donc les personnes, si vous ne savez pas exactement ce que c'est, elles font une demande d'asile auprès de l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et apatrides. Et les délais de réponse sont relativement longs, ce qui fait qu'il y a des gros problèmes d'hébergement dans les CADA et les hébergements d'urgence. Et c'est une préoccupation au niveau national et surtout régional au niveau de Rhône-Alpes, où les flux sont quand même importants. Et ce sont à peu près, oui c'est ça, c'est à peu près 22 000 personnes qui sont hébergées dans ces centres de demandeurs d'asile en France. Sur quelle base juridique on délivre un titre de séjour en France? C'est un code qui a été institué par Dominique de Villepin lorsqu'il était en 2004 ministre de l'Intérieur, et c'est le fameux CESEDA qui est le code des étrangers et de séjour, code d'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. C'est absolument là-dedans c'est le code qui détermine les différents types de séjour et l'éligibilité donc d'une personne. Et sur l'aide au retour, en France, sur la région Rhône-Alpes, sur l'Isère plus précisément, il y a eu 330 retours volontaires l'année dernière.
Et il y a eu pour à peu près 9500 retours volontaires au niveau national. C'est une des missions de l'État avec la réinstallation. Excusez-moi, ça concerne tous les étrangers non français ou c'est uniquement les étrangers extra-européens? Non, ça peut être... Alors nous ne recevons que les personnes qui sont extra-européens. Ce sont que quelqu'un un ressortissant européen peut absolument venir comme il veut et se déplacer dans l'espace Schengen. Il y a simplement, au niveau de l'autorisation de travail, un Suédois peut tout à fait avoir un contrat de travail comme n'importe qui, comme n'importe quel Français. Il y a deux exceptions au niveau de l'autorisation de travail. Ce sont des pays qui sont toujours sous surveillance entre guillemets, mais c'est la Roumanie et la Bulgarie, qui elles sont toujours soumises à autorisation de travail. Donc là, tout ce que je vous raconte, les visites médicales et les autorisations diverses, ne concernent que des personnes qui sont extra-européennes, pays tiers, ce qu'on appelle les pays tiers. Et l'aide volontaire, retour volontaire? L'aide volontaire, ça peut être tout à fait, ça peut être un Européen. Ce qu'on appelle le retour humanitaire, c'est pour les ressortissants européens, et le retour volontaire, c'est pour les ressortissants hors Union européenne. Mais donc un ressortissant roumain ou allemand qui passait 3 mois, parce qu'il y a une loi qui est assez mal connue en France et qui fait qu'il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ça, c'est que même un citoyen européen, même un Allemand ou un Italien, au bout de 3 mois, doit justifier qu'il n'est pas à la charge de l'État français par 2 moyens. C'est où il a un contrat de travail, où il a des moyens de subsistance suffisants. Mais si par exemple il a décidé de venir, je dis n'importe quoi, enfin un Norvégien qui a décidé de venir, enfin non, la Norvège c'est encore un peu particulier, mais la Norvège c'est la même chose. C'est la même chose. Mais un Finlandais qui veut venir travailler en France et au bout de 3 mois, il n'y arrive pas, il a du mal. S'il vient voir l'OFII et qu'il demande à retourner chez lui parce qu'il n'a plus d'argent, il ne s'en sort pas, il sera tout à fait concerné par ces mesures d'aide au retour. Voilà, bon, on en reparlera, mais il y a des dispositions effectivement du Code que vous évoquez, de l'entrée et du séjour des étrangers, c'est l'article 121.1 du Code, sur les citoyens européens. Il y a des exigences, sauf. Donc en fait, il y a quand même beaucoup plus d'ouverture pour les citoyens européens pour que les citoyens non européens. Ah oui, tout à fait. Même dans le Code. Et donc sur l'Isère, j'ai les chiffres de comparaison entre 2011 et 2010 et 2011. Donc au niveau des visites médicales, on en a fait passer en 2010 4347, plus un peu plus de 2000 étudiants, et c'est à peu près 4291 en 2011. Les chiffres sont assez stables et il n'y a pas beaucoup de variations. L'Isère et le département de l'Isère se caractérisent beaucoup par une forte arrivée d'étudiants étrangers, parce que le campus universitaire est quand même très attractif. Il y a des accords entre différentes universités de grenobloises et l'étranger. Donc ce qui fait que c'est une grosse activité pour l'OFII de Grenoble que de recevoir et de faire passer la visite médicale aux étudiants étrangers hors Union européenne de 100 ans. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire rapidement sur ce qu'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les chiffres à retenir, c'est que c'est environ, bon an mal an, c'est autour de 200 000 visites médicales et titres de séjour qui sont accordés par an en France. Et ce qu'on appelle souvent pour les motifs familiaux, il y a souvent une confusion. Le regroupement familial, ça concerne les étrangers qui ont un contrat de travail et qui ont des moyens de subsistance suffisants et qui font venir des membres de leur famille. Mais la majorité de l'immigration familiale en France, c'est pas ça, c'est les vies privées familiales, ce sont les conjoints de Français. Pour une personne qui vient pour le regroupement familial, il y a 4 à 5 personnes qui viennent dans le cadre de la vie privée familiale. Donc c'est assez important parce qu'il y a beaucoup de confusions souvent qui sont faites lorsqu'on parle d'immigration familiale. Mais c'est pas que la partie regroupement familial est relativement faible dans ce domaine. Et on peut demander quel membre de famille on peut emmener?
Alors pour le regroupement très familial, concret, là. non, mais Ça doit vous concerner directement. non, mais c'est une question qui est souvent posée à l'OFI. Donc le regroupement familial ne peut se faire, les bénéficiaires ne peuvent être que les conjoints ou les enfants. Les parents, grands-parents, les oncles, les tantes ne sont absolument pas concernés par cette mesure-là, par cette procédure. Et ça, ce sont des règlements nationaux qui le prévoient ou c'est des dispositifs européens où il y a des... C'est un règlement national, mais qui est conforme à l'heure actuelle comme aux exigences européennes. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur les grandes lignes de ce qu'est l'immigration régulière en France et quels sont les grands champs d'activité, les priorités et comment un établissement comme l'OFI à Grenoble travaille. Alors il y a à peu près 22 directions territoriales en France. Il y en a notamment à Cayenne qui est effectivement où il y a beaucoup de Brésiliens qui viennent, qui essaient de venir travailler, tout ça. Il y a des directions à Cayenne, sur l'île de la Réunion. On a des bureaux au Québec et Mayotte. Et sinon, il y a des représentations à l'étranger où de plus en plus les personnes passent directement à la visite médicale dans ces pays-là. Et donc, les pays sont le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, la Roumanie et la Turquie. Alors, alors, je ne sais pas sur quoi je peux envoyer. Si vous voulez. Ce qui vous paraît utile. Alors, si améliorer nos connaissances, ou alors c'est les questions tout de suite. Alors, si vous avez des questions, parce qu'après, moi je suis sur des procédures extrêmement pratiques et très très techniques. Bien entendu, toutes les politiques d'immigration nationale dans chaque pays doivent tenir compte des exigences européennes, notamment avec les demandeurs d'asile. Vous avez peut-être lu dans la presse des fois qu'il y a eu des différends assez importants entre Cécilia Malmström et Claude Guéant. Un exemple tout simple, c'est que le ministre de l'Intérieur actuel n'est pas d'accord pour que les demandeurs d'asile aient le droit de travailler pendant leur demande d'asile, alors que Cécilia Malmström voudrait l'imposer dans le cadre européen. Donc là, il y a beaucoup de discussions comme ça qui sont très très techniques, qui sont un petit peu compliquées, et il y en a dans beaucoup de domaines au niveau de l'immigration. On peut constater des tendances sur les différents pays européens, des groupes de pays qui seraient plutôt très favorables et d'autres très restrictifs. Il y a des pays qui ont souvent... Alors là, moi, c'est plus ma culture personnelle qui fait que je ne suis pas un spécialiste au niveau de l'Europe, loin de là. Il y a des pays qui ont assez clairement affiché leur politique d'immigration, par exemple les Allemands, à une époque où ils ont eu beaucoup de demandes concernant des besoins dans l'industrie assez forts. Donc en fait, ils ouvraient le robinet et quand il y avait assez de monde, ils refermaient. Dans d'autres pays, c'est un petit peu différent. Ça, c'est vraiment à la... Chaque pays a le droit de définir sa politique d'immigration, bien entendu contrainte par un minimum de points et de référentiels de base à respecter, mais après, c'est un petit peu à chaque pays définit un petit peu ses exigences en matière d'immigration. Et c'est assez compliqué de déterminer. Les Espagnols ne vont pas avoir la même politique d'immigration que le Danemark ou que la Hongrie, c'est bien évident. Donc trouver des modes de fonctionnement à peu près standards, c'est assez compliqué. Oui, je voudrais quand même compléter là, sur ce point pour essayer de voir pourquoi d'ailleurs on a fait une conférence sur cette question de la politique d'immigration au sein de l'Union européenne. C'est qu'au fond, on peut dire que se catapulte d'une certaine manière la volonté des États d'avoir sur le plan économique une politique d'immigration qu'ils maîtrisent le mieux possible. La France a été une terre d'immigration en matière économique tout à fait considérable dans l'entre-deux-guerres par exemple. Donc chaque État a sa politique. Et en même temps, il faut combiner que chaque État souhaite avoir sa politique
avec le fait qu'une fois qu'on rentre sur le territoire de l'Union européenne, c'est-à-dire on rentre sur le territoire d'un des États membres, on a, et surtout si on est en situation régulière, on a capacité de se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Donc vous avez d'un côté une volonté des États d'avoir une sorte de maîtrise de la politique de leur propre immigration sur leur propre sol, et en même temps l'Union européenne de considérer qu'effectivement, lorsqu'on est rentré dans un État membre, on est rentré dans les autres. Et c'est ce qui est advenu récemment, par exemple, après les révolutions arabes, et notamment tunisiennes, où une partie de la population tunisienne, la jeune population tunisienne, a voulu rentrer sur le territoire de l'Union européenne, en passant d'abord par une île italienne, une petite île italienne, ensuite sur la péninsule italienne, avec comme objectif, puisque la deuxième langue qu'ils parlaient, la plupart d'entre eux était le français, vers le territoire français. Et là, on a vu en quelque sorte cette sorte d'opposition entre un État qui dit « je veux contrôler » et en même temps l'autre qui dit « mais ils sont rentrés dans l'Union européenne et donc il faut faciliter le déplacement, d'autant plus que s'ils ont un titre de séjour un visa, pardon, de séjour. C'est un visa Schengen. Si c'est un visa Schengen, c'est un visa pour se déplacer sur le territoire. Donc vous avez là des politiques qui se chevauchent ou qui se catapultent les unes vis-à-vis des autres. C'est là que les choses sont complexes, d'autant plus que c'est encore plus complexe, c'est que chaque État ayant voulu aussi avoir sa politique d'immigration a passé des accords internationaux avec les États de provenance des migrants. Ce faisant, ça donne des statuts extrêmement divers, extrêmement diversifiés. La France, avec un certain nombre d'États africains, par exemple, a des relations privilégiées. Le Royaume-Uni, avec des États d'autres d'Asie, par exemple, des relations privilégiées. Ce qui fait que ça complique encore plus. D'où l'idée qu'il faut un visa Schengen, c'est un visa européen, pour harmoniser, en quelque sorte, ces dispositifs progressivement. Ça prend du temps, d'où cette idée que l'Europe n'est ni une forteresse ni une passoire. C'est vraiment cette combinaison des genres qui est complexe. C'est ça que je voulais compléter sur ce dispositif. Et il y a des pays plus ou moins réticents, hein, c'est clair, plus ou moins réticents. Le Danemark, qui préside l'Union européenne aujourd'hui, voulait remettre une frontière entre le Danemark et l'Allemagne pour contrôler la provenance des gens venant d'Allemagne. C'est ce que voulait le gouvernement précédent danois. Ce gouvernement actuel ne va pas dans ce sens. Mais vous avez là des tensions. Et je termine là, sur ce point. Et il y a aussi la question de se faire confiance les uns les autres en matière de contrôle. Je rappelle très souvent à mes étudiants que lorsqu'on a accueilli de nouveaux États membres, pour certains, on avait confiance dans leur capacité de contrôler leurs frontières, mais les Allemands, par exemple, ne faisaient aucune confiance dans la douane polonaise, en disant les Polonais vont faire rentrer, par le Bélarus notamment, facilement des gens. C'est la même chose concernant la Grèce, en disant ben, la Grèce, elle n'arrive pas à contrôler toutes ces îles, donc les difficultés. La France et l'Italie, les Français n'ont jamais, je le résume, vraiment fait confiance aux douaniers italiens pour contrôler ceux qui pénètrent sur la péninsule italienne. Enfin voilà. Et donc tout ça est très complexe en réalité. Peut-être que le téléphone là serait bien que ça arrive. Question, je crois. Il y avait une question aussi. Juste une question un peu terre à terre, c'était de savoir comment fonctionne l'office à Grenoble. C'est-à-dire C'est-à-dire combien il y a de personnes qui sont dedans, quelle est la question des gens, parce que le peu qu'on ait appris déjà ce soir montre que c'est quand même très complexe. Donc je suppose que pour le personnel qui est là, ça ne doit pas être simple. Alors je me demandais un peu comment ça se passe. Est-ce que vous arrivez à faire face à la demande s'il y a des files d'attente? C'est une mécanique très huilée et il faut que ça reste une mécanique très huilée, sinon c'est un peu compliqué. Donc l'Office français, c'est un établissement public qui est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc bien entendu, on a un travail extrêmement proche et étroit avec les préfets. Moi, je m'occupe de 3 départements. Je suis basé sur Grenoble, mais j'ai la compétence pour la Savoie et la Haute-Savoie. Et il y a une délégation départementale à Annecy, qui est assez dynamique d'ailleurs, parce que c'est un département assez dynamique, la Haute-Savoie, avec plus de 1000 CI signés par exemple, c'est pas mal. Et on ne peut travailler que après l'accord du préfet donnant un titre de séjour. Donc en fait, ce qui alimente nos rouages, ce sont en fait les titres de séjour qui sont délivrés par les préfets et qui maintenant sont d'ailleurs délivrés directement dans les consulats
Parce que depuis 2 ans, il y a ce qu'on appelle le VLSTS, c'est-à-dire le visa long séjour valant titre de séjour. Ça a été fait pour éviter que les personnes fassent des démarches administratives et dans les consulats et arrivés en France, refassent des démarches à la préfecture et attendent 4 à 5 semaines la délivrance du titre de séjour. Donc nous, ce sont des documents officiels que nous recevons ou de la préfecture ou les personnes arrivant en France avec un visa d'entrée, elles nous envoient ces demandes de visa et à partir de là, nous les convoquons en fonction de leur profil. Un étudiant, bien entendu, lui, il ne va passer que la visite médicale, mais si c'est un visiteur aussi, parce qu'un visiteur est là pour 1 an, il n'a pas le droit de travailler et il n'y a pas d'autorisation de travail, mais si c'est un salarié avec un CDI, bien entendu, lui, il passera et la visite médicale et l'obligation de signer le contrat d'accueil d'intégration avec un test de langue. Après, il y a une prescription au niveau pour la formation civique, donc il y a aussi on a aussi des prestataires qui répondent à des marchés d'offres concernant le marché des formations linguistiques, des formations civiques. Donc c'est quelque chose qui fonctionne comme ça. Et à Grenoble, nous sommes 16 personnes, et à 17 et 16 à Annecy. Donc je suis responsable de 23 personnes et à peu près de 25 médecins, infirmières et manipulateurs radio parce qu'on fait passer la visite médicale à Annecy et à Grenoble. Donc ça fait à peu près, je m'occupe d'environ 40 personnes. Oui, voilà. Oui. Vous avez posé la question des Roumains et des Bulgares qui aujourd'hui n'ont pas accès au travail. Est-ce que ce régime spécial est pour la France ou pour tout l'espace Schengen? Non, c'est pour tout l'espace Schengen. Ouais, c'est pour tout l'espace Schengen. Pardon? C'est un accord spécial avec l'Italie, mais... Et ce statut va durer combien de temps? Ça, je ne sais pas. C'est reconduit en fonction de décisions. 2014. C'est quand même cause de difficultés importantes, y compris sur Grenoble, avec le problème des Roms en particulier. Alors les Roms, c'est un problème un peu différent, mais bon. Beaucoup sont roumains. Oui, mais je sais, oui, bien sûr. Mais juste par rapport à la remarque tout à l'heure concernant donc les politiques nationales face à l'immigration, il y a un exemple très précis pour vous montrer les difficultés que ça représente. Il y a un cadre européen, on essaie de trouver un modèle de fonctionnement, mais par exemple, lorsqu'il y a eu les révolutions en Tunisie, les Tunisiens sont passés par l'Italie et l'Italie a délivré des visas Schengen de 6 mois. Mais la France, et moi j'étais le premier concerné parce que je m'occupe de la Savoie, et avec Modane et Fréjus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la police des frontières les contrôlait donc, pour l'entrée en France. Et il y a un accord bilatéral de réadmission entre la France et l'Italie, que personne ne connaît, mais qui stipule qu'un étranger hors Union européenne, s'il arrive sur le territoire français en provenance de l'Italie et qu'il n'a pas au minimum 60 € par jour avec lui pour vivre, il est refoulé en Italie. Et la plupart des Tunisiens qui voulaient d'Italie passer en France ont été tous refoulés. Parce que très peu avaient les sommes... ils ont été refoulés pour défaut de viatique, ce qu'on appelle. Défaut de viatique, défaut de pécule, ils n'avaient pas le pécule nécessaire. Donc c'est pour vous montrer que cet exemple avec les Tunisiens est très significatif sur les difficultés qu'il y a. Parce que bien entendu, alors les Italiens, ils ne sont pas idiots, ils ont vu les flux arriver. La meilleure manière, c'est de délivrer des visas Schengen pour que ça disparaisse. Mais il y a des accords bilatéraux qui existent entre les États européens. Et entre autres, celui-là est un exemple précis et concret sur ce qui s'est passé réellement. Et les Italiens ont été obligés de les réadmettre. C'est un accord bilatéral de réadmission, ce qu'on appelle. Oui, simplement, en matière juridiquement, où se situe le curseur en matière d'immigration entre les compétences nationales et la compétence communautaire? Je ne sais pas. Parce que on voit les chefs d'État et de gouvernement sans parler de la question, le Parlement européen sans parler de la question. Est-ce qu'on a une vision un peu dynamique de ça? Au fond, sur la question de l'immigration, dans un premier temps, l'idée c'était on va contrôler la libre circulation des étrangers non européens sur le territoire européen. Et de ce contrôle la circulation des étrangers sur le territoire européen, il faut aller vers une politique d'immigration.
c'est-à-dire de considérer qu'on harmonise la politique d'immigration. Et c'est vrai que cette dimension d'harmonisation de la politique d'immigration, elle apparaît très clairement maintenant dans le traité de Lisbonne. Elle n'apparaissait pas aussi nettement auparavant, elle est dans le traité de Lisbonne. Ce qui veut dire qu'ensuite, il faut traduire en quelque sorte cette politique commune d'immigration en texte juridique, c'est-à-dire en directive susceptible d'être transposée. Et pour l'instant, il n'y a que comment on pourrait dire, des moments ou des domaines dans lesquels il y a directive. Si on prend par exemple le contrôle de l'immigration irrégulière, là on a dans des directives. Si l'on prend le renvoi des personnes qui ont été en situation irrégulière sur le sol européen pour ce qu'on appelle le retour dans un autre... Là, il y a eu un effort sous la forme de directive. Mais la directive est de 2008, c'est ce qui suppose aussi qu'elle soit effectivement transposée convenablement dans le droit des États membres. C'est-à-dire que la directive soit intégrée dans le code que vous évoquez de manière régulière, qu'on retrouve cette transposition. Et c'est ce temps qui est lent, en réalité, entre un affichage et une réalité de pénétration du droit. Globalement, ça reste des compétences nationales. Ah, globalement, c'est très fortement des compétences nationales. Très fortement des compétences nationales, oui. Mais j'ai les textes sous les yeux, on voit, par exemple, la directive relative aux normes et aux procédures communes applicables dans les États au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Directive sur le statut des personnes qui ont été l'objet d'une traite d'êtres humains. Directive sur les modalités d'assistance entre États. Il y a tous ces éléments. Là où l'Europe au fond apparaît de manière plus rapide, et là l'Italie l'a montré aussi, c'est lorsque des pays disent « aidez-nous, on n'arrive plus à contrôler l'entrée sur notre sol, et notamment l'entrée irrégulière ». D'où la création de cette agence européenne qui s'appelle Frontex, dont l'objectif est d'épauler les États qui sont en difficulté pour exercer à un moment donné un contrôle. L'Italie a appelé au secours les autres États. Or, l'un des principes que l'on voit apparaître dans le traité, c'est théoriquement une solidarité entre les États pour aider au contrôle de la frontière extérieure. Solidarité entre les États, ça dépend de l'interprétation que l'on a de la solidarité, après tout qu'ils aient des soucis. Pourquoi le Royaume-Uni, par exemple, n'a pas voulu être dans l'espace Schengen? Simplement pour que le Royaume-Uni continue à contrôler sa propre frontière extérieure et ne subisse pas la pénétration de personnes sur le sol de l'Union européenne vers le Royaume-Uni de manière plus facile, en quelque sorte. Donc le Royaume-Uni a gardé son dispositif de contrôle. Le Royaume-Uni l'a gardé. D'ailleurs, quand on va au Royaume-Uni par le train, on passe des contrôles douaniers à la gare du Nord, par exemple, directement. C'est pareil pour l'Irlande. Alors, pour la Bulgarie et la Roumanie, on n'ose pas le dire, mais c'est quand même un peu ça qui est derrière. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais la raison essentielle pourquoi les autres États, c'est-à-dire les 22 États ont dit non, pas encore la Roumanie et la Bulgarie, c'est considéré que la Roumanie et la Bulgarie n'ont pas une bonne administration de contrôle aux frontières et que la pénétration via la Turquie en Bulgarie n'est pas suffisamment contrôlée aux yeux des autres, en disant vous avez une administration, enfin, c'est un peu dur et un peu sévère, vous avez une administration corrompue, par conséquent on ne vous fait pas tellement confiance. On n'ose pas le dire de manière aussi brutale, mais c'est quand même ça qui était derrière. Et la Roumanie comme la Bulgarie ont été très déçus de ne pas pouvoir être eux-mêmes compris dans l'espace Schengen. Ce qui a compliqué la situation des Roms aussi, puisque là encore on retrouve une dimension un peu compliquée. C'est pas du sur-mesure, mais un petit peu quand même, parce que c'est vrai qu'il y a le droit de l'Union, et comme vous le disiez très justement, à côté du droit de l'Union, il y a des droits, des traités bilatéraux passés entre des États membres, y compris de l'Union, et notamment, si on prend l'accord franco-italien, sur ces dimensions. Et puis, simplement pour rajouter, il y a une obsession de la part des États, et qui apparaît y compris dans les directives européennes. Les États peuvent toujours, même si la directive européenne est éventuellement ouverte, peuvent toujours dire « je ne veux pas parce que ça va me coûter des sous ». Je ne veux pas que ces personnes qui rentrent coûtent des sous, et la sécurité sociale, ça c'est l'obsession française, je ne veux pas que ça... Et l'État français dit cela, mais les textes européens acceptent que chaque État dise au nom de la protection des régimes de protection sociale, je veux fermer, je veux pouvoir fermer. Ça, c'est une obsession des États. C'est vraiment une obsession des États, un peu particulière peut-être, mais en tous les cas, c'est une obsession des États. Même les Suédois ont cette obsession, les Danois ont aussi cette obsession pour leur système de protection sociale. Je voulais poser... Pardon.
Vous avez parlé de l'aide au retour et de l'aide à la réinstallation. Et vous avez dit qu'il y avait à peu près 300 aides au retour par an sur l'Isère. Ça se répartit comment au niveau des nationalités en gros C'est 80% de Roumains. Alors, je complète ma question. Je voudrais, par rapport à l'aide à la réinstallation, moi j'ai constaté, puisque je viens de passer plusieurs années en Roumanie, que l'aide de l'OFI était en fait une aide individuelle, par personne. Et que quand il y avait des projets collectifs, économiques, de familles ou de groupes qui souhaitaient rentrer, il n'était pas possible de présenter un projet plus collectif, plus communautaire, entre guillemets. Est-ce que c'est toujours maintenant la position de l'OFI, et pourquoi cette position qui, dans certains cas, et je peux citer, a produit un peu des effets contraires à ce qui serait positif pour tout le monde. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs et beaucoup de problèmes avec la Roumanie, et les projets qui ont été financés il y a quelques années, il y a 4-5 ans, n'ont pas du tout marché. Pour X raisons que je ne développerai pas ici. Alors, donc il y a une relance de développer les projets en Roumanie, mais c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver des partenaires fiables. Et je vous rappellerai, c'est ce qui avait été dit donc par le secrétaire d'État aux Affaires européennes de l'époque quand il est allé voir le Premier ministre roumain. Et il a quand même fait remarquer au gouvernement roumain qu'ils avaient touché de l'Europe 12 milliards d'euros pour l'intégration et l'insertion des Roms. Et il a demandé où était passé cet argent. Donc, je ne vous fais pas de dessin, mais c'est très compliqué de trouver des partenaires fiables, notamment des fonds européens, lorsqu'on développe des projets de réinstallation. Et il y a des projets qui ont été assez difficiles à monter aussi en Géorgie, mais maintenant ça marche. Et là, il va y avoir, à l'heure actuelle, le même type de démarche auprès de l'Arménie. Mais pareil, en Arménie, ça a été assez compliqué. Certains projets ont bien marché il y a quelques années. Après, pour des raisons X, ça s'est très très mal passé. Ça veut dire qu'à un moment, l'argent disparaissait, on savait plus où c'était, les partenaires avaient disparu. Donc c'est vraiment difficile. Parce que dans certains États, quand ils voient qu'il y a des fonds européens qui peuvent arriver, c'est compliqué de trouver des partenaires vraiment fiables. C'est quand même que les 12 milliards n'ont pas été dépensés. Non, mais je sais. Oui. Ils n'ont pas la capacité administrative à suffisamment investir, effectivement, sur des projets pour dépenser les 12 milliards qui sont mis à leur disposition. L'État roumain n'en ont dépensé pour le moment que 13%. Oui, mais c'est ce qui était prévu. Sur plusieurs années. C'est sur plusieurs années, parce que 12 milliards... Il n'y a pas de financement européen à ce niveau-là dans un budget européen. Bon. Oui, d'abord je voudrais rappeler que lorsque je suis arrivé en poste à Berlin ou à Vienne, j'ai quand même dû solliciter une autorisation de séjour que j'ai obtenue automatiquement, même si on m'a posé des questions un peu bizarres, mais j'ai quand même dû la solliciter et par contre plusieurs fois dans des bureaux. Enfin, j'ai une question à poser. Quel est, au regard du droit européen, la légalité de la fermeture de la frontière entre la France et l'Allemagne lors du sommet de l'OTAN, c'était en avril 2009, si je ne me souviens pas, une fermeture, je peux témoigner personnellement, totalement hermétique tout le long de la frontière du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. C'était même pas un contrôle, c'était une fermeture hermétique. Et puis quand même, quand je suis reposer, puisqu'il y a des questions d'Europe, quelle est la légalité du renvoi des Roms, y compris avec une aide de retour, puisque de toute façon, ils ont le droit de revenir à 1 ou 2 mois après, s'ils le veulent. Parce que c'est une des missions de l'État d'aider des personnes à repartir. Il n'y a pas que qui repartent. Il y a des fois des étudiants chinois sur Grenoble qui ont des diplômes d'ingénieurs, mais qui au bout de 6-7 mois ne trouvent toujours pas d'emploi et viennent nous voir assez régulièrement pour retourner en Chine. Et les Roms, c'est ce qu'il y a de plus, et les Roumains, c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. Mais bon, les personnes peuvent en bénéficier une fois, et c'est une aide de retour volontaire, c'est eux qui s'engagent à retourner. Il y a absolument
la France est extrêmement surveillée à ce niveau-là. Donc je peux vous assurer que toutes les garanties, oui bien sûr, toutes les garanties sont faites et sont prises pour que le retour des personnes se fasse volontairement. C'est vraiment quelque chose de très très rigoureux au niveau de la procédure. Est-ce qu'on peut bloquer une frontière hermétiquement, par ailleurs? Est-ce qu'on peut bloquer une frontière hermétiquement? Oui, comme j'ai vu, les véhicules. Peut-être, je ne sais pas exactement. Oui, la question de la libre circulation n'empêche pas un État, s'il considère qu'il y a un trouble très grave à l'ordre public, de pouvoir fermer sa frontière hermétiquement par rapport à notre État. C'est vraiment le trouble très grave. Et là, dans l'affaire de l'OTAN, c'était ça qui avait été mis en à Strasbourg, qui avait été mis en avant en disant il y a des risques de manifestations excessives à Strasbourg, donc il faut fermer la frontière pour que le sommet de l'OTAN se passe de manière convenable. Il y avait beaucoup de chefs d'État sur ce registre. Un État peut fermer. Je rappelle que la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, il y a quelques cas, quelques hypothèses, elles sont rares, heureusement elles sont rares, mais un État peut fermer sa frontière s'il considère qu'il y a un risque ou de troubles majeurs à l'ordre public. Je ne sais pas si d'ailleurs pour l'autre sommet, un autre sommet qui s'était tenu à Nice, il n'y a pas eu aussi des fermetures de frontières venant de l'Italie pour éviter des manifestations. Bon, là c'est une possibilité. Sauf que sur ce registre-là, si l'État est souverain de ne pas, en quelque sorte, d'utiliser une exception à la libre circulation, un contrôle peut intervenir. Si la Commission considère que l'État n'avait aucune raison de le faire, la difficulté, c'est que ça intervient après, parce que c'est une procédure qui n'est pas suspensive. La Commission ne peut pas suspendre cette limite, mais l'État devra faire éventuellement la démonstration qu'il a eu raison de fermer sa frontière, ou tort de fermer sa frontière, devant la Commission. Parce que ça peut être à ce moment-là un manquement au droit de l'Union européenne. Si c'est un manquement au droit de l'Union européenne, c'est une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui peut entraîner la condamnation de l'État pour avoir agi de cette manière. Mais c'est valable en termes de libre circulation des personnes, qu'en termes de libre circulation des marchandises ou des services sur ce point. Heureusement, ce n'est pas très très fréquent, mais dans un registre un peu plus souriant, si je peux dire, lorsqu'il y a eu l'affaire de la vache folle, nous avons fermé notre frontière à tout produit alimentaire de viande venant du Royaume-Uni. Après, il a fallu démontrer que c'était bien utile, que c'était nécessaire, il y a cette dimension. Ça fait partie des exceptions, quelques exceptions comme ça à la libre circulation. Ça peut même concerner aussi des ressortissants européens s'il y a des risques qu'ils soient en charge d'un État. L'État peut dire non, si cette personne est en charge d'un État, elle va être en charge de l'État, l'État a cette possibilité de dire non, elle ne rentrera pas. Ce qui est relativement rare, mais ce qui est une possibilité. Il y a toujours des exceptions à des principes, c'est un peu ça. Je réponds à la question. Oui, je rappelle que il y a une loi donc, qui existe et qui fait qu'un ressortissant européen arrivant sur le territoire français, en fait, pendant 3 mois, il peut rester et circuler comme il veut, mais au bout de 3 mois, il doit justifier du fait qu'il n'est pas à la charge de l'État. Et il y a des Néerlandais ou Allemands de Grenoble qui ont été expulsés. Pour ça, c'est pas que les Roumains, si vous voulez. C'est parce que si on applique la loi et que les personnes sont là au bout de 4-5 mois et qu'il y a des problèmes, tout ça, qu'elles n'ont pas d'argent et qu'elles n'ont pas de contrat de travail, l'État français est tout à fait en mesure et a le droit de les expulser, entre guillemets. Vraiment, c'est l'article, alors moi je lis le code, je suis un juriste, mais si l'article 121.1, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un État partie à un accord dans l'espace économique européen, et donc la Confédération suisse, le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à 3 mois, s'il satisfait l'une des conditions, s'il exerce une activité professionnelle, s'il dispose pour sa famille de ressources suffisantes, et ainsi de suite. S'il est inscrit à un établissement public, il y a toute une série de dispositions en la matière. Ces dispositions ne sont pas contraires au droit de l'Union. Est-ce que les directives actuelles du gouvernement français suivant lesquelles on ne peut pas accueillir des gens qui viennent faire des métiers, enfin, l'État sélectionne en fonction des métiers, c'est complètement contradictoire à l'état d'esprit général. Oui, il y a une liste des métiers en tension qui change d'ailleurs, qui peut changer d'une année à l'autre, qui fait que la France définit certains domaines pour lesquels des salariés seront prioritaires parce qu'on manque au niveau de l'économie, on manque de main-d'œuvre
dans tel domaine ou dans tel domaine. Ça, c'est une liste qui est réactualisée, effectivement, et qui en plus est régionale. C'est-à-dire vous n'aurez pas les mêmes... la même liste ne sera pas la même en Rhône-Alpes qu'en Bretagne. Ah, extra-européen, oui. Il parlait de la circulaire Guéant, je crois, et la circulaire, justement, sur les étudiants, vous pouvez nous en parler un peu? Déjà des Européens. Donc, parce que c'est une des contradictions dans laquelle ça se passe, c'est que moi j'ai compris que pour les Roms de Roumanie et de Bulgarie, certes, il y a la règle des 3 mois, vous devez le rappeler, mais il y a une autre règle qui fait qu'ils ne peuvent pas accéder à une activité professionnelle. Pas encore. Ou avec beaucoup de difficultés, parce que les employeurs doivent verser des cotisations supplémentaires. Enfin. C'est vrai, c'est faux, parce que moi je fais passer beaucoup de... Quelqu'un, qu'il soit Rome ou qu'il soit pas Rome, c'est à partir du moment où il correspond à une demande d'un employeur, moi je fais passer beaucoup de visites médicales à des Roumains sur Grenoble, qui sont infirmiers ou médecins, ou qui ont une qualification. Ça, c'est une fausse idée qu'on pense. Si la personne correspond à un profil et qu'elle est demandée, il n'y aura pas du tout de problème. Curieusement, les médecins ne sont pas sur la liste des métiers en tension. Non, mais ils passent la visite médicale. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est à aller déterminer par le ministère. C'est une circulaire interministérielle et qui est définie. Si en Rome de Roumanie, candidat à un métier du BTP où il y a toujours de la demande, il devrait pouvoir y accéder. Depuis le mois d'août, c'est plus un métier en tension. Le BTP n'est plus un métier en tension. C'est ça qui est vraiment... D'abord, merci pour vos exposés et pour vos réponses. C'est compliqué, je vois. Et je souhaitais vous poser une question pour essayer de que vous répondiez, vous articuliez justement la question évoquée avant sur l'articulation entre droit national et droit européen à partir de la récente circulaire corrigée ensuite, circulaire Guéant concernant les étudiants étrangers. Parce que si j'ai bien compris, donc un étudiant étranger peut rester ou à certaines conditions une fois ses études achevées, mais s'il a eu son autorisation, il est sur le territoire européen, on va dire, il peut donc aller dans un autre pays et un autre pays va pouvoir bénéficier de son savoir-faire, de sa formation en France, alors qu'il devra être rejeté en France. C'est ce que j'ai bien compris. Moi, je ne vais pas la commenter, cette circulaire, parce qu'elle est très politique. Mais sur le plan purement juridique, juridique. Ouais. Pas de politique, purement juridique. Non, mais bon, il a été décidé que c'est ce que font les directions du travail, enfin les directs maintenant, qui appliquent de manière qui appliquent le droit. Lorsqu'il y a une demande concernant un salarié étranger hors Union européenne, ils examinent à Pôle emploi sur le bassin d'emploi. Ils prennent les listes de Pôle emploi, ils regardent, et si la personne elle est ingénieure, un Indien par exemple qui veut être ingénieur, je crois qu'il y a eu le cas, ou un Libanais à Grenoble, la directe lui oppose le fait qu'il y a 35 personnes sur le bassin grenoblois qui ont exactement la même qualification. Après, moi je vous dis la réalité, après chacun en pense ce qu'il veut, mais c'est ça en fait. Les directs les directions du travail, pour résumer, qui appliquent de manière très à la ligne, donc la circulaire, c'est ce qu'elles font, hein, parce qu'il faut quand même justifier le fait qu'on n'emploie pas. Schneider s'est fait refuser pour la première fois, il n'avait jamais vu ça, mais Schneider a eu des introductions de salariés qui ont été refusées par la directe. C'est quelque chose qui n'avait jamais été vu avant. Mais là aussi, on voit une sorte toujours de contradiction entre d'un côté chaque État qui veut organiser son dispositif, éventuellement de contrôle, éventuellement de sélection, éventuellement de prendre ou ne pas prendre tel et tel, et la dimension européenne qui dit qu'il faut développer la libre circulation des personnes, des intelligences aussi, notamment dans les programmes universitaires par exemple pour circuler. On peut se trouver dans des contradictions assez fortes. Souvent d'ailleurs les étudiants étrangers trouvent assez bizarre. D'un côté, il y a une grande capacité d'accueil, et de l'autre côté, un contrôle extrêmement
pointilleux, voire rigoureux. On le voit dorénavant, là où je suis situé en ce moment, je l'observe de manière intéressante, mais pour les thèses de doctorat, on voit les étudiants en thèse où on commence à avoir des délais de fabrication de thèse plus courts parce que simplement au niveau purement de la préfecture, on nous indique qu'il faut que la thèse ait eu lieu dans 4 ans, maximum 4 ans et pas plus, sinon qu'il retourne dans son pays. La difficulté peut-être des fois, c'est que ces personnes, étant sur le sol européen, peuvent repartir dans un autre État pour éventuellement changer de monde, changer d'université, plus accueillante, aller, je ne sais pas, université allemande ou une université d'un autre État qui sera plus ouvert en considérant. Là, on a toujours l'opposition entre la vision sécuritaire, je ne fais pas de politique, hein, mais entre la vision sécuritaire et la vision plus ouverte du territoire européen. Mais c'est deux visions qui se combinent difficilement des fois. Voilà, je voulais poser des questions, ce sont des que je me pose depuis longtemps et sur lesquelles pour lesquelles je n'ai pas de réponse, y compris en lisant la presse. Bon, la première, j'en ai 2 ou 3 comme ça. La première concernant la circulaire Guéant, est-ce que cette circulaire permet aussi aux autorités françaises d'aller chercher quelqu'un qui a déjà un contrat en lui disant non, vous l'avez eu, votre contrat, mais sur des bases non, ça ne c'est pas possible. Que des personnes qui sont en quête de travail, qui sont sur le point d'être embauchées. Oui, c'est pas, des personnes qui sont déjà embauchées. C'est pas rétroactif. C'est pas rétroactif. Non, je demandais. Donc, mais parce que est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont reçu cette circulaire et qui avaient déjà été embauchés? Je sais pas. Il me semble que les cas J'en ai jamais entendu parler en tout cas. Moi, oui, mais alors c'est à vérifier. C'est à vérifier. J'ai essayé d'avoir le renseignement, mais ça m'a intéressé.